quels sont les effets d'un agent mutagène? Bien, un agent mutagène est par définition un agent qui va provoquer une mutation. Alors les mutations, évidemment, sont des modifications de la structure de l'ADN. Par exemple, un nucléotide peut être remplacé par un autre. On peut avoir plusieurs nucléotides qui partent ou plusieurs nucléotides qui viennent se fixer. Bon, bref, ces mécanismes vont de soi en comprenant que lors d'une division cellulaire, des erreurs peuvent arriver. Lors de la réplication, des erreurs peuvent arriver également. Étant un agent mutagène, c'est un facteur qui peut être soit d'origine physique, soit d'origine chimique. Alors, ça va simplement augmenter le taux de mutation de l'ADN, sachant que les mutations tout à fait naturelles et spontanées de l'ADN existent. Elles sont rares, mais ça existe. Alors, ce qui va se passer avec l'agent mutagène, c'est qu'il va augmenter la fréquence de mutation. Donc l'exposition par exemple aux rayons UV est dangereuse. Donc cette exposition est très dangereuse, nous allons le démontrer, mais tout le monde le sait. Les UV peuvent augmenter les fréquences de mutation, donc ce sont bien des agents mutagènes, donc ce sont des phénomènes plutôt physiques, UV, ultraviolets en fait. Et quelques-unes de ces mutations sont à l'origine du cancer de la peau. Donc évidemment, les rayons UV peuvent augmenter la fréquence, la probabilité en tout cas d'avoir un cancer. Alors maintenant, on peut se poser la question, comment l'exposition aux rayons ultraviolets peut-elle augmenter le risque de mutation? Alors nous allons faire l'étude, donc essayer de voir sur un exemple qui ne soit pas un humain, c'est-à-dire nous allons prendre des levures. Levures, ce sont des champignons microscopiques unicellulaires. Et nous allons faire agir des rayons ultraviolets avec des doses croissantes. Et nous allons voir qu'au cours des résultats, il y aura de nombreuses anomalies. Des mutations, donc. Et ensuite, nous allons faire l'essai également sur des peaux humaines. Alors, commençons par décrire un petit peu le protocole qui va nous permettre d'obtenir des levures mutées. Alors l'objectif, évidemment, sera de démontrer la dangerosité des rayons ultraviolets, un agent mutagène, mais également faire prendre conscience aux gens que finalement, se faire bronzer par exemple au soleil ou être trop au soleil exposé aux rayons UV, c'est pas forcément très bon. De même que dans les cabines UV qui font bronzer, c'est très déconseillé. Bon. Alors l'objectif de cette étude expérimentale sera de rechercher l'effet d'une irradiation par les rayons UV sur une culture de levure. Alors on utilise des levures qui vont former des colonies rouges, en théorie. Pourquoi? Parce qu'il y a un pigment qui donne une couleur rouge, et ce pigment donc dépend d'un gène, et notamment d'un allèle particulier de ce gène, qui sera le gène AD2. Alors, on utilise des levures qui vont former des colonies de couleur rouge car elles sont porteuses de cet allèle particulier du gène AD2. Alors, le protocole, c'est simplement, c'est très simple, il faut mettre des levures d'une colonie AD2 en suspension dans de l'eau stérile. On utilise un râteau, on étale sur la boîte de pétri, donc sur un milieu gélosé qui contient des éléments nutritifs. Donc on étale quelques gouttes sur l'ensemble de la boîte qui contient bien entendu tous ces éléments nutritifs qui seront spécifiques, plus ou moins spécifiques aux levures. Donc il faut que les champignons puissent se développer correctement. Alors attention, ce ne sont pas des gros champignons, ce sont les colonies. Ce qu'on appelle des colonies, en fait, c'est ce qui résulte d'une seule. Imaginons, on a une seule levure, donc unicellulaire. Par division, donc par multiplication, on va en obtenir 2 par bourgeonnement en fait. Donc on obtient 2, puis 4, puis etc. Bon, alors c'est pas division par 2, c'est pas de manière exponentielle, c'est simplement une levure, quand elle a les bonnes conditions environnementales, bon milieu nutritif, elle va bourgeonner. Et le bourgeonnement va donner une deuxième levure. Donc une colonie, c'est un ensemble de levures qui ont toutes le même patrimoine génétique et qui proviennent d'une seule levure. C'est ça une colonie.
Donc n'imaginez pas un pied avec un gros chapeau que l'on mettrait dans les boîtes de pétri. Ça n'a rien à voir. Bon. Donc on utilise un râteau stérile, on étale quelques gouttes sur le milieu nutritif, puis on expose la boîte de pétri au rayonnement ultraviolet pendant une certaine durée. Donc nous allons donner les durées tout à l'heure. On met à l'étuve, c'est-à-dire on fait chauffer à 30 degrés pendant 5 jours à peu près. Après 5 jours, chaque levure vivante, après l'irradiation, s'est multipliée et a formé une colonie qui est visible à l'œil nu. Alors, les levures, évidemment, pour les voir, il faut un microscope, mais les colonies, qui sont un ensemble de levures, en fait, on peut les voir à l'œil nu. Alors, effectivement, si on regarde les résultats, donc là, on a fait l'essai sur 3 boîtes de pétri. On a exposé la boîte de pétri sur laquelle on avait étalé des levures, donc isolées, donc les levures se trouvent isolées, plus ou moins isolées, et chaque levure isolée va donner un clone. Donc, là, on a 3 boîtes de pétri. Première boîte de pétri, avant les 5 jours de culture, on a exposé cette boîte de pétri sur laquelle on avait étalé les levures à 15 secondes. Donc les UV ont été... donc on a exposé aux UV pendant 15 secondes. Sur la deuxième boîte de pétri, on a exposé 45 secondes, et sur la troisième boîte de pétri, on a exposé à 90 secondes, soit 1 minute 30. Et si on regarde à l'œil nu, comme ça, on essaie de voir, donc on voit que dans la boîte de pétri, il y a énormément de colonies rouges, énormément, un petit peu moins de colonies rouges pour les 45 secondes, et encore moins de colonies rouges pour les 90 secondes. Et le nombre de colonies blanches augmente. 15 secondes, il y en a quelques-unes. 45 secondes, il y en a beaucoup plus. Et 90 secondes, il y en a... Alors, il n'y en a pas forcément beaucoup plus, mais ce qui est étrange, c'est que les colonies sont beaucoup plus grosses. Bon, pourquoi? Un petit peu un mystère, mais on peut faire des hypothèses, évidemment. On peut se dire que peut-être que du fait qu'il y ait moins... Parce que des colonies, apparemment, à 90 secondes, il y a moins de colonies, mais il y a beaucoup de blanches, il y a très peu de rouges. Donc on peut se dire que exposition aux UV à 90 secondes, de nombreuses levures isolées ont été détruites. Elles n'ont pas survécu. Et celles qui ont survécu ont donné des colonies. Alors peut-être que du fait de la compétition avec le milieu nutritif, ça a favorisé le fait que les colonies deviennent beaucoup plus grosses. Bon, on peut faire une hypothèse. Bon, en tout cas, visuellement, c'est ce qu'on obtient. Je répète, première boîte, beaucoup de rouge, peu de blanche. Donc 15 secondes aux UV. Après 45 secondes aux UV, beaucoup moins de rouge, beaucoup de blanche. Alors à peu près, il y a plus de blanche que de rouge en fait. Et ensuite dans les 90 secondes, donc beaucoup de blanche, dont les colonies sont beaucoup plus grosses, et très peu de rouge. Maintenant, si on regarde le tableau, donc durée d'irradiation en secondes 0, 15, 30, 45 et 90. Donc c'est un exemple de valeur que l'on va donner. Nombre de colonies à 0 irradiation, 0 durée d'irradiation, on obtient 490 colonies et 3 colonies blanches. Pour 15 secondes d'irradiation, on obtient 284 colonies et 22 blanches. Pour 30 secondes, on obtient 152 et 29 blanches. Pour 45 secondes, on obtient 66 colonies et 19 blanches. Et pour 90 secondes, on obtient 30 colonies et 14 blanches. Bon, voilà. Donc là, on fait bien la relation entre l'exposition aux UV et le fait que, puisqu'on ne devrait obtenir que des colonies rouges, eh bien, on fait bien la relation avec le fait que les rayons ultraviolets ont une action très très nette, et d'autant plus nette que le temps d'exposition est plus long. Et on peut s'apercevoir, quand on ne fait pas l'irradiation et que l'on a 490 colonies, on a quand même 3 colonies blanches. Donc ça veut dire qu'il y a des mutations spontanées qui se font de manière tout à fait naturelle et qui s'ajoutent en fait aux mutations provoquées par les agents mutagènes. Bon, voilà. Donc clairement, et pour résumer
cette expérience, on voit bien que les rayons ultraviolets provoquent des mutations sur les levures. Et ceci d'autant plus que le temps d'exposition est plus long. Et à remarquer que si le temps d'exposition est de 90 secondes, beaucoup de cellules sont mortes. Donc ça veut dire que les rayons ultraviolets vont détruire des cellules. Avant de faire l'étude sur la peau humaine, si on raisonne un petit peu, on se dit que sur la peau, au niveau des cellules de peau, il y aura des mutations spontanées. On ne peut pas les empêcher, apparemment, qui sont naturelles et spontanées. Mais si on a une exposition aux UV, on imagine qu'au niveau de la peau, des mutations vont se produire. Et si on laisse, si on s'expose un petit peu plus longtemps, encore plus longtemps, eh bien on imagine qu'au niveau de la peau, des cellules vont être détruites, vont mourir. Et donc des mutations en parallèle vont se faire. Et cela n'est évidemment pas très bon pour la peau. Alors maintenant, essayons de voir de manière plus concrète ce qui se passe en provoquant des lésions. Donc on étudie les lésions de l'ADN de cellules de peau en fonction de l'exposition aux UV qui sera mesurée. Donc en fait, c'est l'énergie qui va être mesurée, énergie reçue par centimètre carré. Donc vous imaginez 1 centimètre carré et on mesure les lésions de l'ADN. Alors, donc il y a des techniques spéciales. Alors en parallèle, on peut s'amuser à regarder un fragment d'ADN lésé après exposition aux UV sur un logiciel de visualisation moléculaire, LibMol par exemple. Donc il faut trouver l'ADN, il faut trouver un fragment d'ADN qui est lésé. Par exemple, on a une liaison anormale entre deux nucléotides, par exemple deux thymines qui se fixent entre elles. Au lieu qu'il y ait une thymine sur un brin et l'adénine sur l'autre brin, eh bien étrangement, on a deux thymines qui se fixent entre elles sur le même brin. Bon. Et donc du coup, il y a une espèce de trou qui va se former dans l'ADN. Alors évidemment, lorsque cet ADN va entrer en réplication, eh bien cela posera des problèmes. Alors les UV, donc lésions de l'ADN provoquées par les UV, on parle de la peau. Les UV qui pénètrent dans les cellules peuvent être absorbés directement, évidemment, par les nucléotides de l'ADN ou bien par d'autres molécules et former des composés qui vont réagir, bien évidemment, avec la molécule d'ADN. Enfin, qui vont réagir entre eux et donc impacter l'ADN. L'un des produits caractéristiques de l'exposition aux UV est une chose bien étrange mais réelle, c'est la formation de liaisons covalentes entre deux nucléotides successifs. Par exemple, si on a sur un brin d'ADN, donc vous vous souvenez ce que c'est que l'ADN, bon, on ne revient pas dessus, voyez les autres cours si vous avez oublié. Donc l'ADN, c'est une double hélice, il y a deux brins, et c'est un polymère de nucléotides. C'est un polynucléotide, entre guillemets, donc il y a 4 types de bases azotées qui sont fixées sous forme de nucléotides, l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. Eh bien, si dans la séquence de l'ADN, séquence des nucléotides, on a par exemple une cytosine et une cytosine côte-côte, et non pas fixées sur l'autre brin, mais côte-côte, et bien à ce moment-là, on a un dimère qui va se former. Ça veut dire que les deux cytosines, par exemple, vont se fixer ensemble sur le même brin. Alors évidemment, quand il va y avoir la réplication semi-conservative, on va bien comprendre que la réplication ne va pas être conforme. Et donc il y aura des conséquences lorsque la cellule entrera en division. Alors si le gène n'est pas très important, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est un gène fondamental, très important, ça posera évidemment des problèmes. Jusqu'au cancer de la peau, par exemple. On peut également avoir des dimères de thymine. Donc s'il y a deux thymines qui sont côte-côte, eh bien on a un dimère de thymine qui va se former. Donc ça peut être une thymine avec une cytosine également, ou deux cytosines entre elles. Donc si on regarde le nombre de lésions de l'ADN par million de nucléotides, en fonction de la dose d'UVB, on parle des UVB ici, en joules par centimètre carré, donc c'est de l'énergie. Bon. Alors, nombre des lésions, on va de 0 jusqu'à 40. Alors, on regarde à quel moment se forment les dimères de thymine, donc TT, qui se fixent ensemble lorsqu'ils sont côte-côte sur le même brin, ou alors
Alors j'ai remarqué quelque chose, c'est quand je fais des mouvements extrêmes, l'image que je vais en faire de ma vidéo, on prend les images, donc je fais ça exprès, avec le sourire, voilà, en espérant que c'est cette image qui va être prise. Bon, bref, c'est une parenthèse. Hein. Donc CC, eh bien, de 0 à 0,2 joules par centimètre carré, il y a à peu près entre 0 et 10. Ça veut dire quoi entre 0 et 10? À peine 10. Eh bien, nombre de lésions de l'ADN par million de nucléotides. Si par exemple on a une exposition à 0,05 joules par centimètre carré, on a par exemple 2 à 3 lésions de l'ADN par million de nucléotides. Et si on a une dose de 0,2 joules par centimètre carré, on a à ce moment-là presque 10 lésions de l'ADN par million de nucléotides. Donc ces valeurs existent, elles sont réelles, mais elles ne sont pas aussi, enfin la fréquence n'est pas aussi élevée que pour les liaisons thymine-thymine. Où là, pour 0,05 joules par centimètre carré, on a 10 lésions de l'ADN par million de nucléotides, et pour 0,2 joules par centimètre carré, on a 35, un petit peu plus de 35 lésions de l'ADN par million de nucléotides. Et concernant les liaisons, les dimères thymine-cytosine, c'est intermédiaire entre les deux, mais les valeurs se rapprochent des valeurs de la courbe verte sur mon schéma correspondant aux dimères de thymine. Bon, voilà. Il est clair et net que plus on s'expose aux rayons ultraviolets, et plus il y a de formation de dimères de thymine. Et là, on ne raisonne que sur les dimères de thymine qui se forment. On ne raisonne pas sur les autres types de mutations. Par exemple, on peut très bien imaginer qu'un rayon UV qui arrive sur un nucléotide peut le détruire. Bon, ça peut provoquer des trous dans l'ADN. On peut détruire une partie de l'ADN ou une grande partie. Hein. Donc ça veut dire s'il y a un bombardement permanent de rayons ultraviolets, bah vous comprenez bien que vous allez bombarder l'ADN en même temps et les conséquences peuvent être terribles. Pas forcément sur le court terme, mais sur le long terme. On peut préparer un terrain favorable à la cancérisation des années et des années avant que le cancer ne se déclare. Donc ça, il faut y faire très attention et notamment bien se protéger lorsque l'on va au soleil. Bon. Maintenant, les lésions de l'ADN, des lésions de l'ADN aux mutations induites par les UV, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va étudier hanches, avant-bras. On va étudier au niveau des hanches quelqu'un qui s'expose au soleil. On va étudier des choses au niveau des hanches qui ne sont pas exposées aux rayons UV et au niveau de l'avant-bras qui sera exposé aux rayons UV. On va regarder en fait les mutations ponctuelles en pourcentage qui se passent au niveau des hanches et au niveau des avant-bras. Et on va essayer de regarder en même temps les mutations qui vont former des dimères, par exemple cytosine-cytosine sur un même brin, ou thymine-thymine sur un même brin également. Alors, les lésions de l'ADN dues aux UV peuvent être réparées. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'on avait vu que lors de la réplication, lorsque cette réplication n'était pas conforme, eh bien, il y avait des erreurs possibles, et ces erreurs possibles pouvaient être réparées par des endonucléases. Lorsque l'ADN polymérase ne faisait pas son travail, eh bien les endonucléases pouvaient réparer. On avait compté 130 endonucléases. Bon, voilà, donc reportez-vous à mon cours sur le cours réplication qui n'est pas forcément conforme. Hein. Donc c'est le cours précédent, je crois. Donc, avant la réplication, les lésions de l'ADN qui sont dues aux UV peuvent être réparées avant la réplication. Donc ça veut dire qu'on a un système de réparation, un système de surveillance en fait, qui agit non pas après la réplication ou en parallèle à la réplication, mais un système de réparation qui se fait avant la réplication. Donc les mécanismes sont encore différents de ce qui se passe pendant la réplication. Donc réparation de l'ADN d'une cellule qui a été irradiée. Alors évidemment, on imagine bien que si la cellule est trop irradiée, la réparation ne sera pas possible et la cellule va mourir. Bon. Avant la réplication, donc si elles ne le sont pas, donc des erreurs risquent de se reproduire
lors de la réplication, par exemple, si la réparation ne se fait pas avant la réplication. Alors, pour déterminer la responsabilité des UV dans l'apparition de nouvelles mutations dans les cellules de peau, donc des scientifiques ont comparé les génomes des cellules prélevées, comme je vous ai dit, au niveau des hanches et au niveau des avant-bras. Pourquoi les hanches? Parce que c'est un endroit, on va dire, qui ne reçoivent pas de lumière. Et pourquoi les avant-bras? Parce que c'est un endroit où il y a de la lumière solaire et donc les UV vont pouvoir venir frapper la peau et donc endommager éventuellement l'ADN. Alors, on a fait ça chez des individus en bonne santé qui étaient âgés de 60 ans. Alors bon, provoquer des UV, donc faire des essais sur des personnes de 60 ans. Bon, bref. Alors, les graphiques ci-contre montrent la répartition statistique des substitutions et le cas particulier des mutations de deux cytosines consécutives en 2 thymines consécutives. Donc, on regarde simplement le graphe et on s'aperçoit que pour les hanches, bon, on a toujours on parle de taux de mutation ponctuel, on a une échelle qui va de 0 à 70 et on s'aperçoit que, alors phénomène bizarre dont je vais vous parler après, au niveau des hanches il y a 575 mutations et au niveau de l'avant-bras 3229 mutations. Donc là on voit clairement que l'avant-bras qui est exposé aux rayons ultraviolets a subi de très nombreuses mutations, en plus des mutations naturelles que l'on peut considérer ici à 575, puisque au niveau de la hanche, il n'y avait pas de lumière, pas d'UV. Alors bon, est-ce que les mesures ont été bien faites? Ça, c'est un autre problème. Enfin, le résultat, il est là, c'est que 575 mutations d'origine tout à fait naturelle apparemment, et pour l'avant-bras, 3200, donc il n'y a pas photo. Ça veut dire que les rayons ultraviolets agissent vraiment, vraiment sur les cellules en formant des mutations ponctuelles dues à cet agent mutagène. Alors, pourquoi donc si on regarde par exemple un C donne un T à la place, donc on a à peu près 30% de mutations ponctuelles dans le cas de la hanche, et dans le cas de l'avant-bras, on a presque 60% de mutations ponctuelles lorsque la cytosine est remplacée par une thymine. Enfin, lorsque la cytosine, à la place de la cytosine, on met une thymine. Voilà, alors pour les autres valeurs, C vers A, C vers G, T vers A, T vers C et T vers G, c'est étrange parce que, bon, il y a un certain pourcentage également, mais le pourcentage diminue dans le cas de l'avant-bras. Alors, on a l'impression en fait qu'il y a une diminution des mutations lorsque l'on a C vers A, C vers G, T vers A, T vers C, T vers G, et qu'il y a une augmentation des mutations lorsque l'on a C vers T. Alors c'est très étrange, comme si l'effet des UV sur l'avant-bras avait un effet qui permettait de diminuer le taux de mutation naturelle. Ça veut dire, bon, qu'il faut y réfléchir, hein, on peut faire cette hypothèse-là, c'est pas sûr du tout, mais c'est très étrange. Et mutation de CC vers TT, on en a 2 au niveau des hanches et 296 au niveau de l'avant-bras. Donc là, on comprend très bien que l'effet des UV sur la peau est absolument néfaste. Voilà, donc on a pu expliquer comment l'exposition à un agent mutagène modifie les propriétés des cellules. Agent mutagène, donc là on a pris l'exemple des rayons ultraviolets et on pourrait faire la même étude sur n'importe quel agent mutagène. Les résultats seraient alors peut-être différents quant aux fréquences, mais en tout cas c'est toujours le même principe. Un agent mutagène provoque des mutations et les mutations peuvent être dangereuses si elles touchent des gènes qui sont très importants pour le bon fonctionnement du métabolisme. Le cours est terminé. Merci.